toutes et à tous, bienvenue sur Point Culture pour un nouveau lieu inexploré au musée du Louvre. Je suis en compagnie de Damien. Bonjour Damien. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous ce soir ? Très bien. Très bien. En parlant du musée du Louvre, on a appris récemment que JR allait faire une installation sur la pyramide du musée du Louvre pendant un mois, une anamorphose. Une petite question, c'est pas 30 jours de trop ? Peut-être, après le Panthéon. Après le Panthéon, exactement. Il fallait que ces choses soient dites. Passé JR, on va donc se diriger tout de suite pour un nouveau lieu inexploré du musée du Louvre où nous allons aujourd'hui, Damien, toucher des œuvres. Exactement. Peux-tu m'en dire un petit peu plus sans encore dévoiler le lieu ? Ça marche, on va aller toucher des œuvres, des reproductions d'œuvres en fait, ce ne sont pas des vraies œuvres, pour apprendre à explorer, à voir. Ouais. Direction, encore une fois, la pyramide du Louvre. Donc nous sommes sous la pyramide, encore une fois. Un lieu très bruyant, situé à la croisée de l'aile Sully, de Non-Richelieu, avec les coupes qui s'embrouillent, les drapeaux des guides touristiques qui s'agitent. Bon, j'exagère légèrement, je dramatise un petit peu. Et on va quand même, nous, rester encore un petit peu dans la foule, puisqu'on va se diriger vers l'aile de Non, qui est la maison des grands noms du musée du Louvre, qui abrite la Joconde, la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace. Mais une fois encore, on va pas suivre la foule. Prenons ta main et emmène-nous donc dans notre nouveau lieu inexploré. Allons-y alors par l'aile Disneyland. On peut la surnommer comme ça. On peut. Alors en fait, quand on prend cette aile, on arrive face à un escalier et à deux autres sur les côtés. Et la plupart du temps, on va tout droit, on monte pour rejoindre tous ces beaux chefs-d'œuvre. On peut aussi aller à gauche, retrouver les sculptures des Cyclades, retrouver la Vénus de Milo. Parce que, voilà, escalier gauche, on débute le parcours des sculptures grecques. Ou les arts de l'islam après, exactement. Voilà, exactement. Et en fait, on va aller à droite, où assez peu de personnes vont finalement, retrouver la galerie Donatello, elle s'appelle. Et dans cette galerie Donatello, on va ensuite aller retrouver la galerie Tactile. Donc, avant de nous arrêter dans la galerie Tactile, qui sera notre lieu inexploré du musée du Louvre, cette galerie Donatello, c'est quand même un lieu assez atypique puisqu'on se trouve dans les anciennes écuries. Exactement. Du 19e. Parce qu'on jouxte en fait la cour Le Fuel, donc qui a été construite pour Napoléon III dans les années 1850, et puis cette petite galerie en fait accueille, comme tu disais, les écuries, et on voit d'ailleurs encore le plafond en pierre, les voûtes en pierre qui étaient... C'est quand même un drôle de destin. Est-ce que les sculpteurs italiens du Trecento et du Quattrocento imaginaient un jour voir leur sculpture, leur œuvre se retrouver dans les écuries d'un palais royal ? Dit comme ça, c'est assez peu flatteur, mais la salle est très très belle en fait. Elle est très belle et puis... Très calme. Et très calme, et il y a aujourd'hui en tout cas une galerie parallèle, on pourrait dire, qui, tu l'évoquais tout à l'heure, qui peut-être était pour les écuries à proprement parler, des chevaux, les box. Parce que là tu commences à mentionner les galeries tactiles, qui est finalement donc une toute petite galerie parallèle à cette salle Donatello, qui fait 80 mètres carrés, je crois. C'est vraiment une toute petite galerie dans une voûte en berceau, avec des murs qui s'effritent. Tu t'en es mis partout quand on a... Donc de prime abord, c'est un lieu qui paye pas de mine. Mais pour un visiteur, on va dire non initié, quand on arrive dans cette galerie tactile, à première vue, pas de grand changement. Pas de grand changement, non. Il y a beaucoup de sculptures, il y a quelques sculptures en effet, mais cette voûte, elle est quand même, oui, elle paye pas de mine, mais elle est intéressante parce que on n'est pas sous un plafond plat, dans une salle qui est une forme d'une boîte en fait. Pour le coup, là, il y a vraiment l'aspect d'une cave. Oui, c'est vrai que le lieu est un peu atypique, encore une fois. On était la semaine dernière dans la salle Saint-Louis, qui était cette crypte archéologique un petit peu plongée dans l'obscurité. Là, on est dans une cave, encore une fois. Si on aime bien aller dans les caves au musée du Louvre. Et il faut se dire qu'au-dessus de nous, il y a la galerie Molien, quand même, avec les esclaves de Michel-Ange, qui est un lieu qui fourmille de monde. Et dans cette galerie, à chaque fois qu'on s'y rend, on est pratiquement seul. Quasiment. On reviendra dessus tout à l'heure. Donc, cette galerie tactile, de prime abord, on entre, des sculptures d'époques diverses. On a des Vénus, on a des Dianes, on a des écorchés, on a des dieux fleuves. Mais on est quand même dans un endroit donc qui est dédié aux personnes malvoyantes et non-voyantes. Et ce qui est très intéressant, c'est que toute la muséographie est au service de l'appréhension des œuvres pour les personnes malvoyantes. Exactement. Alors, quels sont les procédés
employé pour justement aider ce public Eh ben, tu le disais, il y a un parcours qui a été tout adapté en fait, un parcours podotactile en fait. Voilà, une aire pododactyle. Une aire pododactyle. Qui est tactile pour les pieds en fait, tout oui, simplement. Voilà, avec des cartels en braille, toute une description en braille, un parcours avec une rampe qui fait le tour de la salle et qui permet, lorsqu'on arrive devant une œuvre, de s'arrêter avec il y a un système en fait sur la rampe, une dague métallisée exactement, qui permet d'avertir en fait qu'on arrive devant quelque chose d'intéressant. Tout a été aménagé. Il y a un plan aussi en braille au début où on arrive à appréhender des marches, on arrive à appréhender une zone d'installation, une zone de vide. C'est très très bien conçu. Oui, voilà, dès l'entrée de la galerie, vous avez un plan en relief couplé avec des inscriptions en braille qui vous permettent de vous faire un aperçu des lieux que vous allez parcourir et qui permet donc de parcourir cet endroit si vous êtes malvoyant. On s'est prêté au jeu, c'est très difficile quand même, de se guider dans ce lieu sans la vision, donc je pense qu'il faut être accompagné. De toute façon, ce lieu reçoit régulièrement des visites. Et qu'est-ce qu'on y trouve alors comme œuvre à proprement parler ? Alors on y trouve quoi ? On y trouve du houdon, on y trouve des sculptures antiques, on y trouve un écorché vif, donc de houdon, on y trouve... on a des sculptures de Chartres, la cathédrale de Chartres. La cathédrale de Chartres, effectivement. On a des Vénus au bain. On a un Mercure. On a une Diane Chasseresse, un Mercure, voilà. Il y a un peu toutes les périodes qui sont présentées. Il y a de l'antique, du médiéval. Qui sont représentées sous une thématique qui est celle du corps. Exactement. Ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut appuyer et qui est très intéressant. Exactement, une thématique qui est celle du corps, et puis il y a des sous-thématiques, entre guillemets, où on va retrouver 2 sculptures, par exemple, sur le thème des 3 grâces, une autre sur J'ai la liste sous les yeux. Est-ce que tu te souviens de tous les thèmes ? Modèle antique, les dieux, le corps et l'eau, la vérité et les grâces, drapé naturel et drapé stylisé. Voilà. Donc vraiment plein de petites thématiques qui nous permettent finalement d'avoir une palette de l'expression du corps humain dans la sculpture. Ça, c'est vraiment bien trouvé, à travers la thématique du corps. Mais qui se mêle assez facilement. Tout à fait. Par exemple, dans la représentation des dieux, on a cette idée de la représentation finalement d'un corps idéalisé, aussi bien chez la femme avec Vénus que chez l'homme avec Hermès. Pour les draperies stylisées, on a l'exemple d'une sculpture tirée de la cathédrale de Chartres, qui est ensuite suivie d'une sculpture du XVIIe et du XVIIIe siècle, où on a un drapé finalement qui est de moins en moins stylisé et qui gagne en naturalisme. Moi, je trouve ça très bien. Mais il y avait une autre thématique, la première thématique de la galerie, en fait, qui était consacrée aux enfants. Ça devait être peut-être plus intéressant. On verra. Il y avait des poutilles, il y avait cette Vierge à l'enfant également que tu avais vue. C'est un thème qu'on renouvelle tous les 3 ans. Donc il y a eu le premier thème 2011-2014. Là, on est dans le thème 2014. Le corps sculpté 2014-2017. À voir ce que le musée du Louvre nous réservera dans les années à venir. Au point de vue Damien, expérience de visite, même si on a la chance d'avoir nos 2 yeux parfaitement, on s'est quand même prêté au jeu, c'est-à-dire de fermer nos yeux et d'essayer de deviner les sculptures qui étaient sous nos yeux. Qu'est-ce que ça t'a procuré comme sensation de toucher une œuvre, chose qui est interdite au Louvre, déjà, de prime abord, ce qui est drôle avec cette galerie, je rebondis là-dessus, c'est que ça permet de braver un interdit en soi. Absolument. Oui, d'accord, ce sont des reproductions. Il y a toutefois 1 ou 2 œuvres, je crois, une œuvre qui est bien en marbre. Ça se sent d'ailleurs. Ça se sent, on a le droit de la toucher, ça fait très plaisir. Elle est très froide, elle est très dure, on voit bien la différence. Et je vais assez m'attarder sur celle-ci, c'est une allégorie du fleuve, je crois. C'est un homme un peu recroquevillé qui tient une amphore. Et il est très intéressant à pouvoir appréhender le modelé d'un pied, d'un mollet, à pouvoir essayer de capter le froid du marbre dans sa main. L'expérience est vraiment très intéressante, mais elle doit l'être d'autant plus pour un non-voyant qui a perdu une faculté et qui peut-être en a développé d'autres et qui doit ressentir les choses beaucoup plus intéressantes. C'est vraiment toute la construction, en tout cas pour ce dieu fleuve, de toute la musculature, toutes les contorsions des boucles des cheveux qui se dessinent par le tactile. Et on a finalement toute une construction mentale un peu de l'œuvre qui se dessine au fur et à mesure qu'on la touche, qu'on l'arbore à travers nos doigts. Et c'est vraiment une expérience, moi, que j'ai trouvée vraiment très enrichissante d'un point de vue visiteur régulier du musée, qui est d'appréhender une œuvre les yeux fermés
Et on se dessine une image qui, certes, n'est pas forcément 100% fidèle, mais je trouve que c'est une autre façon de s'approprier l'œuvre et de la... Oui. Mais est-ce facile à reconnaître, en fait? C'est la question que je me pose. Je sais pas si tu te souviens, la première fois qu'on était dans cette salle, je t'ai fait toucher une des œuvres qui est encore là, qui était un Mercure. Et je vois où tu veux, tu veux nous y amener. Tu te souviens ce que tu as pris pour le chapeau de Mercure? Cher internaute, j'ai pris Mercure pour un canard. Et c'est vrai que j'imaginais l'enfant à loi, moi. Tu sais qu'on est dans les galeries, dans les sculptures antiques. Et j'ai pris les ailes du chapeau de Mercure pour un bec de canard. Donc ça prouve bien, oui, mais que finalement la construction est purement mentale et qu'elle peut nous induire en erreur. Mais de toute façon, je pense que le toucher n'est pas un mode d'appréhension unique pour les malvoyants. Je pense que ça s'accompagne d'une médiation... de beaucoup d'explications et que le support ne se suffit pas à lui-même en tout cas. Ouais. On a eu une belle surprise en préparant l'émission. Exact, en fait. Oui. On a eu la chance de pouvoir voir 2 non-voyants accompagnés de leur animateur rentrer dans la galerie, comprendre ce qu'est cette galerie et puis être revenus pour voir cette galerie et ils ont été très intéressants à observer en fait. C'est vrai qu'on aimerait voir ce genre d'expérience plus souvent au musée du Louvre. J'ai vu, d'une part pour la galerie tactile, il y a des visites guidées apparemment, enfin des visites dans le noir pour les personnes voyantes, si je puis dire. J'ai jamais vu personnellement. Ils auraient dû laisser un interrupteur à disposition pour étendre à notre ssion. Ça déraperait très vite, je pense. Et il y a aussi des visites guidées là justement pour les personnes malvoyantes dans cette galerie tactile. Mais également, et là je voudrais venir sur un point, c'est peut-on réserver l'appréhension des œuvres pour les malvoyants, peut-on uniquement appréhender cela par la sculpture? Peut-on imaginer la peinture par exemple? Comment parler peinture aux malvoyants? Je crois que c'est le Prado qui a fait une reproduction de sa Joconde, la version de la Joconde qu'ils ont en une sorte de relief un peu, pour essayer d'appréhender les contours, mais c'est, au final ça s'apparente assez à un bas-relief très peu taillé. Le musée du Louvre également, j'avais vu un article dans La Croix qui mentionnait ça, organise en tout cas des visites de 2h30, enfin des séances si je puis dire, des ateliers de 2h30 autour de la visualisation de la peinture pour les personnes malvoyantes. Mais encore une fois, là c'était vraiment des peintures en relief, donc c'est vraiment les contours. Donc ça te fait suggérer les vides, les pleins, mais ça parle pas de la couleur, ça ne parle pas de il manque quelque chose. La matière par exemple, comment évoquer la soie. Cela dit, on aurait quand même pu ajouter d'autres départements dans cette galerie tactile, le département des objets d'art ou en tout cas le département, je sais pas moi, du Proche-Orient qui aurait pu, on aurait pu avoir d'ailleurs un de ces tombeaux en pierre. Un sarcophage, je sais pas. À voir, parce que j'ai l'impression que ce sont quand même des formes un peu plus synthétisées, peut-être que ça se prête moins au jeu. Il n'y a pas ce contraste avec les plis, les formes qui sont aussi prononcées que dans les sculptures. Oui, justement, une petite statuette en pierre d'un Horus ou... Parce que pourquoi pas. C'est vrai que là, uniquement, en tout cas dans les thèmes qu'il y a eu ces 6 dernières années maintenant, c'est uniquement de la sculpture occidentale. Et il y a de l'antique, mais ça reste quand même période moderne, médiévale. Oui, c'est vrai. Et alors, où est-ce que je voulais en venir maintenant? Les différents regards, voilà. Nous, ce que nous apportait la galerie tactile, et c'est pour ça que c'est un lieu qu'on vous recommande, c'est encore une fois, ça va vous proposer une expérience de visite alternative. D'une part, braver l'interdit du musée du Louvre, qui est de ne pas toucher les œuvres, tout simplement, et qui va vous apporter un regard parallèle sur l'appréhension des œuvres d'art et qui va vous offrir encore une fois une œuvre de visite alternative. C'est vraiment quelque chose de plaisant et qu'on recommande également, mais ça je pense que les personnes concernées le savent très bien, c'est les malvoyants et les non-voyants qui vont pouvoir... Mais je crois que c'est justement ce c'est ce que j'ai trouvé en tout cas de plus intéressant, c'est de pouvoir aller toucher des œuvres. Et quand on se fait observer par les visiteurs qui entrent et qui nous voient toucher des œuvres, certains s'arrêtent et se demandent mais mince, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il touche, on n'a pas le droit. On nous a pris pour des criminels. Exactement. J'ai vu à un autre moment une mère entrer avec ses 2 fils et qui a eu la bonne idée de lire la pancarte avant d'entrer dans la galerie. Et ils ont été très très timides pour aller toucher les œuvres. Les 2 enfants étaient très, timides en fait. Ils n'osaient pas au début. Bon, après ça s'est fait naturellement, progressivement, mais c'est vrai que c'est pas,
les œuvres sont tellement... On sacralise finalement tellement les œuvres d'art, puisque le musée du Louvre est un musée, mais finalement est un temple et du coup, ça devient dur de pouvoir toucher en tout cas des reproductions. Des reproductions. D'ailleurs, on sent très bien vraiment la différence entre un modèle en plâtre, un modèle en marbre. Mais cela dit, il y a aussi, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi une sculpture en bronze qui a été la Diane Chasseresse, la fameuse Diane Chasseresse qu'on connaît très très bien, qui a été reproduite en bronze. Bon, elle a sa petite patine, bien sûr. C'est un petit plus, mais c'est comme le marbre, c'est très froid, c'est très dur. On sent la différence avec Mais pour en venir à la Diane Chasseresse en bronze, finalement, comment se représenter de manière tactile le bronze ? On en parlait dans les dispositifs de muséographie. À côté des cartels en braille, le musée a joint un morceau de bronze finalement que tu peux toucher. Chaque cartel est accompagné d'un morceau du matériau employé dans la sculpture originelle, qui permet de se faire un aperçu des différents matériaux. Oui, je pense à celui pour le relief sur Louis XIV. Avec un Louis XIV, oui. Qui a une partie en marbre et puis l'autre un peu strié pour qu'on comprenne la différence de couleur d'un marbre taillé puis d'un marbre poli, puis aussi la différence de texture, parce qu'un marbre peut être très 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 raide ou alors très très doux, très lisse. J'ai le nom de l'œuvre sous les yeux, c'est La santé montrant à la France le buste de Louis XIV. De Cosmo ? Non, perdu. Costou, tout à fait, voilà. Et alors je vous recommande d'ailleurs d'essayer sur ce bas-relief de vous figurer Louis XIV. Alors quand on le connaît, même quand on le connaît justement, c'est assez difficile quand on a le deviner au milieu de cette perruque, c'est pas évident du tout. Avec sa lourde perruque, non. Et c'est vrai que je me suis beaucoup attardé sur cette sculpture, moi, pour le coup, sur ce bas-relief, et c'était une expérience vraiment intéressante, et que je recommande à tous. En tout cas, si vous avez le temps, allez-y avant 2017, histoire de voir cet accrochage sur le corps, qui offre malgré tout un panorama qui est certes pas très large, mais qui se centre sur une thématique qui est intéressante et offre une belle palette autour du corps humain. Donc, qu'est-ce que tu souhaiterais, par exemple, comme thématique pour les années à venir ? Il y a quelque chose qui se dessine ? Bonne question. Hein. Quelle œuvre peut-être... c'est pas facile. Ouais, j'y pense aussi là, justement, mais il n'y a rien qui me saute aux yeux pour l'instant. J'aimerais bien jouer sur les textures, mais pour le coup, ne pas toucher que de la résine. Je sais pas. Bon, mais si nos auditeurs ont des suggestions en commentaire, je serais très curieux de voir ce qui titillerait leur curiosité. À envoyer au conservateur du Louvre. Exactement. Non, mais c'est vrai que je suis très curieux parce que sûrement que l'équipe du Louvre doit être en train de méditer là-dessus en plus. Donc, si ce n'est pas déjà décidé, en espérant qu'ils ne ferment pas cette galerie tactile. J'aimerais bien qu'il fasse intervenir, comme je le disais, différents départements avant tout, je pense. Pourquoi pas ? Voilà, ça peut être une idée justement. Sortir de la sculpture occidentale pour proposer des choses différentes. À voir. Voilà pour la galerie tactile. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter, Damien, autour de la galerie tactile ? Très bien. Avant de conclure cette émission, on vous a posé sur Facebook et Twitter une question suivante, qui est une des bonnes questions, qui était justement un appel à nous partager vos anecdotes, vos expériences de visite, ou même vos lieux inexplorés de votre Louvre à vous. Parmi les 2800 réponses que nous avons reçues, Damien, j'ai sélectionné celle de... c'était sur Twitter, c'était Coralie Galmiche, @lalirder, excuse-moi si j'écorche ton nom d'utilisateur. Et voilà, son expérience de visite est la suivante. J'ai essayé de faire la visite point de vue histoire du palais, de m'intéresser aux salles et moins aux collections. Ce n'est pas si facile sans guide, et je me suis perdu pour revenir dans les salles que je voulais éviter. Ça, c'est quelque chose que je partage totalement, qui est de faire une visite du Louvre thématique. Qu'en penses-tu ? Oui. Ou venir au Louvre sans... Il m'arrive d'aller au musée du Louvre parfois sans... Parce que on a la chance d'habiter pas loin et de pouvoir nous y rendre régulièrement, mais d'aller au musée du Louvre parfois sans regarder d'œuvres. Et c'est vrai, parce que le palais du Louvre en soi est la plus belle œuvre finalement. Bien sûr, mais ça doit pas être facile. Mais si, c'est facile. Il y a de l'art partout, il suffit les plafonds par exemple, parce qu'on parlait des plafonds tout à l'heure, couvre on est obligé de passer par une salle, c'est ce que nous dit Coralie justement. Je me suis perdu pour revenir dans les salles que je voulais éviter. Donc c'est ce qui est drôle dans cette anecdote finalement, c'est que tu as beau essayer d'éviter les œuvres te retombent toujours dessus. On devrait essayer. Non, mais un parcours thématique sur l'histoire du palais, je crois que ça existe, hein. Parce que l'audio-guide propose ça, il me semble, l'audio-guide Nintendo 3DS, ou en tout cas il propose des instructions fournies. Et avec l'histoire qu'abrite le musée du Louvre, ce serait dommage de faire l'impasse dessus. Je crois que tout est dit. Merci Coralie Galmiche pour cette
cette expérience de visite. Moi, en tout cas, je te la partage totalement. Damien, ça n'a pas l'air, mais bon, Damien, lui, il faut voir des œuvres. Merci beaucoup, Damien. Merci, Nicolas. La galerie tactile était le premier lieu inexploré que tu avais traité dans la chronique écrite. Oui. Donc, c'était un retour aux sources. Mais ce n'est pas fini, nous avons encore d'autres lieux inexplorés dans notre besace. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau lieu inexploré du musée du Louvre. Merci beaucoup.